Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG, revenir bien sûr sur le bon match hier soir contre Lyon, certaines prestations individuelles qui méritent qu'on s'attarde dessus, et ensuite on reviendra pêle-mêle sur quelques infos sorties ces derniers jours, notamment Mercato, des nouvelles de Carlos Soler aussi, je sais que tout le monde en attendait, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va en avoir et elles sont bonnes, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale au flocage qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec la bonne nouvelle de ce début de semaine. Le week-end qui vient de s'écouler en Ligue 1 a vu Monaco et Marseille buter respectivement contre Reims 0-0 et Lille 1-1 au stade Vélodrome. Et donc, avec notre victoire hier soir, nous devenons champions d'automne. Un titre honorifique et symbolique, mais qui cache des statistiques très bonnes sur cette première partie de saison. Déjà, on a un point de plus que le même PSG au même stade de la saison l'année dernière, puisqu'on avait perdu contre Nice, rappelez-vous, au mois de septembre, 3-2, retour de trêve internationale. On est la meilleure défense, à égalité avec Monaco, je crois, alors que l'année dernière, Nice était devant nous. Et en attaque, même s'il y a eu le départ d'Mbappé, eh bien, on a marqué 2 buts de plus qu'au même stade de la saison l'année dernière. Donc, tout ça est très positif. Ça fait plaisir. On peut tout dire de Luis Enrique. Il a réinstauré un vrai respect du championnat, un vrai travail sur chacun des matchs qu'on a à jouer en Ligue 1, surtout les gros, qui sont à chaque fois bien travaillés, les adversaires étudiés, avec de la micro-tactique qui est toujours passionnante à suivre, et bien sûr chez les joueurs, un grand sérieux, notamment hier contre Lyon. C'est vrai qu'on perd des points contre les petits, contre des blocs bas surtout. Voilà, des équipes qui viennent avec le bus en défense, mais face au tableau, qui par définition sont en confiance, dans de bonnes dynamiques, eh bien, elles se livrent, et ces dynamiques, on les casse à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt bon. Faisons la même chose mercredi contre Monaco, et là, on pourra vraiment s'enflammer. C'est pour ça que je ne vais pas trop loin dans les superlatifs, parce que on a quand même potentiellement le plus gros match de la saison qui arrive en Ligue 1, avec donc ce déplacement en milieu de semaine. Et ce titre de champion d'automne, il faut savoir qu'à l'exception de la première saison 2011-2012, où on était champion d'automne et au final pas champion à la fin de l'année, puisque c'était Montpellier, à chaque fois où on a été champion d'automne, on a été champion sur les autres saisons de QSI. Donc ça, c'est plutôt positif en vue de la seconde partie de saison qui va aussi s'annoncer longue, parce qu'on a vu la Coupe du Monde des clubs programmer nos matchs. Il y en a un qui est le 12 ou le 15 juin, je crois, à midi, heure locale, à Los Angeles. Faire jouer un match à midi en Californie en plein mois de juin, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. En Ligue des Champions, on espère que ça ira le plus loin possible. Coupe de France et Ligue 1 aussi, mais là-dessus, on a assez peu de doutes parce que c'est vrai que même en Coupe de France l'année dernière, on a fait un parcours très sérieux, pourtant assez relevé. Et Luis Enrique, c'est à mettre à son crédit. Voilà. Alors, revenons donc sur le match d'hier. D'abord sur la conférence de presse de Luis Enrique qui a été assez riche, il faut le souligner quand c'est le cas. Sur Kolo Muani, il a dit « Je peux pas convoquer plus de 20 joueurs ». C'est une excuse. Et quand un journaliste est revenu 2 minutes plus tard pour lui dire « Mais est-ce que Kolo Muani à l'entraînement vous déçoit? Est-ce que c'est ça qui explique sa non-convocation ?» Bon, il est allé court, il a dit « Je sais que je parle pas français, mais en espagnol, j'ai été très clair. Il y a 30 secondes, quand je vous ai dit que je peux pas convoquer plus de 20 joueurs, terminé. » Il n'a pas voulu en dire plus. Il s'est pas éternisé aussi sur les prestations de Kolo Muani à l'entraînement parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Par exemple, un Désiré Doué, dont il dit toujours du bien en conférence de presse et qu'il fait rentrer à chaque match. Pas toujours titulaire, bien sûr,
mais à chaque fois Désiré Doué a des minutes. À chaque fois quand il en parle, bon, il rappelle son jeune âge, hier soir encore, hein, il dit voilà, il a 19 ans, c'est un crack et machin. Et il dit aussi souvent qu'à l'entraînement, il est bon. Kolo Muani, je pense que ça doit être tout l'inverse. Voilà. Par contre, sur la tactique, Luis Enrique s'est arrêté longuement et c'est plutôt intéressant. On en parlait hier, justement, dans le débrief à chaud. Il a dit voilà, quand on a des équipes qui nous laissent des espaces parce qu'ils veulent nous presser haut, on les utilise ces espaces. L'objectif, c'est de les exploiter. Donc il a dit, voilà, quand on joue des blocs bas, on fait tourner pour créer des situations de supériorité, créer des espaces en aspirant l'adversaire, mais quand l'adversaire décide de se livrer, bien sûr qu'on joue en transition rapide, bien sûr qu'on exploite les espaces comme ça a été le cas hier, et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant qu'il s'arrête longuement sur cette dimension-là, parce que bien sûr, pas de demi-mesure dans les médias, dans l'esprit des observateurs. Luis Enrique est un coach dogmatique qui, même contre les équipes qui pressent, attention, hein, demande à ses joueurs de faire tourner la baballe à la relance. Je trouve que c'est assez faux. À chaque fois que des équipes sont venues et se sont livrées, on peut penser à Brest, Rennes, et à Lens aussi, Lyon hier du coup, eh bien, on en a profité et on a joué en transition rapide. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Revenons sur les prestations individuelles. Bon, Donnarumma, j'ai un peu tout dit hier. Voilà. Hakimi a encore une fois été très bon pendant nos temps forts, hein, notamment les prises de balles, les contrôles quand il reçoit excentré et les contrôles orientés vraiment vers le but qui sont très tranchants. Ça, c'est cool. Défensivement, il travaille bien aussi. Voilà. Après, quand on a le temps faible, c'est vrai que il peine un peu sur la fin de première mi-temps. Il surnage pas, disons. Hein. Il prend pas le lead de l'équipe. Il va pas porter le ballon. Et même défensivement, il y a quelques petites erreurs techniques, tactiques, machin. Mais voilà, un très bon match. Et on espère que ce soir, il va obtenir le ballon d'or africain. Ça sent bon. Hein. Il est plutôt pressenti. Il fait le déplacement avec Nasser. Donc, bon, tout ça va dans le sens d'une célébration pour Achraf. Et ce serait assez intéressant. Bref, Beraldo était axial droit, bien sûr, à la place de Marquinhos. Un poste qui n'est pas le sien d'habitude. Donc, sur les orientations, quand il lève la tête, bien sûr, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il a rendu des ballons à l'adversaire, hein, qui se sont transformés en cartouches, notamment en deuxième mi-temps, quand il fait une passe un peu facile pour Pacho, qui est récupéré par un Lyonnais. Donc, c'est vrai que là-dessus, cette saison, je suis toujours un peu mitigé, voire déçu, parce que ça c'est censé être son point fort, et à chaque fois, il fait une ou deux bourdes sur un match. Après, défensivement, bon, il n'a pas été ciblé. Ça, c'est vrai que les Lyonnais l'ont pas vraiment ciblé. Ils ont mis Mikotadze sur Pacho, hein, ils l'ont laissé se faire éteindre par l'Équatorien. Ils auraient pu lui dire, va titiller Beraldo, qui peine un petit peu dans les duels. Et d'ailleurs, avant sa sortie, bon, il semble un petit peu perdre le fil du match. Et Marquinhos, son entrée est la bienvenue. Mais voilà, Beraldo, c'est pas non plus un match, il fait son match, quoi. Disons-le comme ça. Marquinhos, donc, le remplace et fait plutôt une bonne entrée, hein. Il est, voilà, simple, efficace, tranchant. Il réussit ses interventions. Avec ballon, il est très propre. Donc, ça, c'est plutôt cool. À savoir que l'équipe a sorti encore une fois une info comme quoi l'Arabie Saoudite le voulait vraiment, hein. Ça pousse là-bas parce que, déjà, je crois, il y a 2 ans et cet été, il lui avait proposé un contrat qu'il avait donc refusé. L'été prochain, bon, peut-être que la question se posera de manière un peu plus sérieuse parce que on le sait, le PSG est en quête d'un central droit. Le PSG a aussi recruté Pacho qui aujourd'hui semble s'imposer. Donc peut-être qu'on sera un peu plus rassuré à l'idée de faire partir une légende du club, bien sûr, hein, Marquinhos. Mais peut-être que ce sera une question à la fin de la saison. Et donc, si il fait une saison comme ces dernières semaines où il est plutôt bon, ce serait cool parce qu'il sortirait par la grande porte. Voilà. C'est vrai que ce serait pas les 6 derniers mois de Messi au PSG, la dernière saison d'Mbappé aussi, même la dernière saison de Verratti qui avait un petit peu perdu le fil, l'erreur à l'Allianz Arena et tout ça, sans remettre en cause. Vous connaissez mon amour pour Marco, mais voilà.
c'est vrai qu'on peut se dire peut-être qu'il a fait la saison en trop, hein, parce que il semblait de plus en plus se déconnecter du football de haut niveau. Donc voilà, peut-être qu'en fin de saison, ce sera le bon moment, et je suis plutôt content de le voir revenir à ce niveau-là. Pacho bien sûr, hier, alors j'ai mis en avant sa relance sur le but de Mikotadze, parce que c'est vrai qu'il a ce chic quand il est pressé, d'envoyer des parpaings sur son ailier. Et là, du coup, ça a payé. En plus, sur le reste de l'action, quand ça revient, alors il y a Nuno qui est en touriste, mais lui aussi défend pas forcément bien. Après, pour le reste de son match, c'est encore une fois très bon. Il remporte la plupart de ses duels, il bouffe à chaque fois son vis-à-vis très rapidement. C'est très bon, très sérieux. Donc ça fait plaisir. Et hier, il avait un client quand même avec Mikotadze, qui est plutôt un attaquant vif, athlétique, technique. Donc voilà. Ça fait plaisir de voir Pacho à ce niveau-là, qui est bien sûr indéboulonnable aujourd'hui dans le 11. C'est très clair. Et d'ailleurs, quand Lucas Hernandez rentre, c'est pour jouer à ses côtés, avec Marquinhos. Peut-être qu'une animation avec les trois, c'est ce qui est travaillé par Luis Enrique. Alors après, le rôle excentré pour Lucas Hernandez, je sais pas à quel point ça lui conviendra, parce que on le sait. Bon, il manque de vitesse, Lucas. En plus, là, il est en retour de blessure, donc je pense que sur les sprints, il va pas se la donner de peur de se claquer un muscle. Peut-être Pacho un peu plus excentré et Lucas dans l'axe, je sais pas, c'est une suggestion comme une autre. Voilà, Lucas qui est rentré à la place de Nuno Mendes. Sur ses premiers ballons, il a la hargne, il se donne à fond. Bon, après, plus le match avance, bon, plus il commence à s'y perdre. Mais de toute façon, c'est toujours le truc avec Lucas, c'est que c'est un joueur qui a une grosse débauche d'énergie, qui va vouloir se donner à fond. Et ça, ce que je vais dire, c'est décuplé quand il est latéral. Parce que quand tu es latéral, tu peux faire autant d'allers-retours que tu veux dans ton couloir. Et lui, sans être non plus un latéral ultra offensif, en fait, il va courir, il va se donner dans tous les sens. Et parfois, ce sera peut-être à mauvais escient parce que à vouloir trop bien faire, il va s'essouffler et ça va donner des espèces d'approximations et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a commencé à en voir les prémices hier sur son entrée, si on veut être très tatillon. Ça, c'est la caractéristique du Lucas qui revient de blessure. Hein. Au début de son aventure parisienne, il revenait aussi des croisés et on faisait ce constat quasiment à chaque match. Nuno Mendes, bon, dans le temps faible, et il y a le but et il y a plein d'autres actions où il est vraiment à la rue, quoi. Déjà, il y a l'action litigieuse avec Tolisso, quelques relances où quand même il est capable d'envoyer des passes claquées plein axe plutôt intéressantes, Nuno, mais il se fait reprendre. Elles sont interceptées assez rapidement. Donc c'est vrai que ça, c'est dommage. C'est dommage qu'il perde en influence sur cette dimension-là. Et puis défensivement, c'est vrai que c'est assez c'est toujours compliqué pour ce bon vieux Nuno. Warren fait un bon match. Hein. Warren fait un bon match, surtout au début. Il fait partie des joueurs parisiens qui sont un peu partout, qui gagnent des duels, qui se projettent jusque dans la surface. C'est dommage que les frappes qu'il prend soient un peu molles. Notamment en deuxième, il y en a une qui est un peu trop molle là. Franchement, donc on a perdu Mbappé. On disait, on va compenser avec du dépassement de fonction. En fait, on a marqué plus de buts. C'est ça tout le paradoxe. En Ligue 1, c'est peut-être aussi parce que la Ligue 1 est trop facile pour nous, mais en Ligue 1, on marque plus de buts qu'avec Mbappé l'année dernière. Mais t'as l'impression que nos milieux ne se projettent pas vraiment. Alors Neves a marqué, c'est vrai, 2 buts. En plus des buts importants qui sont à chaque fois des ouvertures du score, donc contre Marseille et contre Toulouse. Mais Vitinha, je crois qu'il a pas marqué dans le jeu, si je dis pas de bêtises. Bon, les pénaltys les maîtrise, mais pas dans le jeu. Warren est beaucoup moins tranchant dans la surface que l'année dernière. Enfin, on se rappelle qu'à ses débuts, voilà, il envoyait des boulets de canon contre Montpellier, contre Brest l'année dernière, le match qu'on gagne 3-2 en octobre après la victoire à Milan. En fait, on le voit pas. Un gros but. Contre Dortmund, bien sûr, il y a son but depuis la surface. Bon, là, c'est vrai qu'on le voit un peu moins. C'est dommage. Pas trop de dépassement de fonction chez nos milieux de terrain. Bon, Ruiz, j'en parle même pas. Lui, Ruiz, il se retrouve dans la surface, il touche des ballons, mais à chaque fois, il fait des gestes qui sont ultra énervants et qui en fait conduisent à, je pense, des biais de lecture sur ces matchs. C'est-à-dire qu'il t'énerve tellement quand il a le ballon dans la zone de vérité que tu en oublies le positif que tu peux trouver ailleurs à l'échelle du match ou même sur le terrain. Bon, bref.
Et en plus, en termes de dépassement de fonction, on peut aussi citer nos défenseurs centraux qui sont incapables de mettre un coup de casque sur les corners. Bon, encore faudrait-il qu'ils soient bien tirés parce que Lee les a encore très mal bottés, les corners surtout, hier, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de coups francs excentrés. Donc c'est vrai que là-dessus, on est un peu déçus. Et c'est aussi un axe de progression. Si on voit le verre à moitié plein, bien évidemment. Pour revenir sur Varane, il n'a pas pris de carton jaune et ça c'est plutôt cool parce que s'il en prenait un, il était suspendu pour le trophée des champions contre Monaco le 5 janvier. Et là, il a terminé sa période de sursis, on va dire. Maintenant, c'est bon. S'il prend un jaune, il sera pas suspendu parce que du coup, enfin, vous savez, c'est glissant. Il a pris deux cartons et du coup, jusqu'à 10 matchs après le premier carton pris, s'il en prend un troisième, eh bien, il est suspendu. Mais là, voilà, le match où il a pris le carton, c'était il y a plus de 10 matchs, donc c'est bon. Pour Hakimi, c'est toujours de mise pour mercredi Monaco. Donc attention. Après, est-ce qu'il sera là parce que là, il s'envole pour le Maroc. Bon, il reviendra peut-être demain, ensuite repartira à Monaco. Je pense qu'il est judicieux de le laisser au repos. Et puis en plus, voilà, ça coïncide parfaitement avec le calendrier des cartons du coup, parce que ça annule pareil après Monaco. Il serait plus sous la menace. Donc voilà. João Neves, pour revenir sur son match aussi, apport défensif. J'aimerais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il a une hargne qu'on n'a pas chez Vitinha. Franchement, il récupère plein de ballons. Même quand il commence l'action avec du retard, qu'il arrive derrière le porteur, boum. Alors il est à la limite de la faute par moment parce qu'il est très actif, il a du punch, il est très hargneux. Mais voilà, il récupère les ballons, il fait pas faute la plupart du temps, et donc c'est plutôt intéressant. Et en plus en Ligue 1, voilà, c'est être à la limite de la faute sans avoir de coup de sifflet, c'est encore mieux que dans les autres compétitions quand on sait la propension qu'ont nos arbitres à siffler tout et rien. Donc en Ligue des Champions, c'est plutôt bon signe en fait. Ça veut dire qu'en Ligue des Champions, avec cet impact, il peut aller encore plus loin. Ce ne sera pas sifflé par les arbitres qui sont encore moins regardants que ceux de Ligue 1 sur le rythme des matchs. Bref. Vitinha, petite absence pendant notre temps faible de la première mi-temps, mais en seconde, il est bon. Hein. Faut noter sa bonne deuxième mi-temps à Vitinha. Tous les ballons passaient par lui, même les dangereux. Donc voilà, il s'est déplacé aux quatre coins du terrain. Il a été plutôt intéressant, le petit Victor. Et Dembélé dans ce rôle de faux neuf. Alors c'est vrai que déjà il marque, et aussi il donne des ballons très importants à Barcola et à Likanguin. Voilà, donc ça c'est dans son rôle de faux neuf. C'est vrai que il fait jouer ses partenaires. C'est une qualité qu'il ne faut pas délaisser chez lui. Après, en deuxième, quand il revient sur son côté droit, bon, il n'y a pas d'action marquante. Hein. Il n'y a pas vraiment de situation où il réussit quelque chose de grand, de décisif pour son équipe. Après, il était que de retour. Donc bon, voilà, on va pas lui en tenir rigueur. Un match tranquille, pépère. Désiré Doué, bon, on a tout dit dans le débrief d'hier. Hein, on s'est longuement arrêté sur lui parce que, évidemment, ça a été l'homme du match. D'ailleurs, il a fait des déclarations très judicieuses après, en disant, voilà, c'était pas mon match, c'était le match du collectif. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, j'ai bien aimé sa fin de match avec Barcola, là, les petites combinaisons dans l'axe. C'est vrai qu'on a besoin de jeux associatifs. Cette équipe manque de joueurs capables de faire les différences tout seuls, d'allumer l'interrupteur. Donc, on doit reposer sur des joueurs qui s'entendent bien. Barcola avec João Neves au début de saison s'entendait bien. João Neves lui donne une passe D par exemple contre Le Havre, prise de profondeur, mais derrière ça s'est un peu essoufflé. Avec Ruiz, ça marche pas très bien. Avec Nuno Mendes, c'est un peu mi-figue mi-raisin, ça dépend des actions, c'est tout ou rien. Et avec Doué, bon voilà, c'est vrai qu'on les a vus sur le peu qu'on les a vus contre Lyon. Je demande à revoir. Alors après, c'était du coup sur une fin de match un peu plus ouverte avec une équipe fatiguée machin, mais quand même, je demande à revoir. Les combinaisons que les deux offrent sont plutôt intéressantes. Voilà. Bon, passons à quelques infos. Déjà, j'aimerais juste revenir sur DAZN qui hier nous ont mis Bafé Gomis. J'ai pas trouvé ça ouf. Non pas qu'il soit pro-lyonnais, parce que j'ai pas trouvé qu'il l'ait été. Alors c'est vrai qu'au début du match, il dit on en parlant de Lyon. Mais après, il les tabasse à chaque fois qu'il prend la parole. Donc, il a été plutôt objectif avec eux. Mais bon, après ça,
je vois pas de plus-value en fait. Et c'est pas un bon consultant. Et changer à chaque fois de consultant, j'aime pas. Déjà que on se tape à chaque fois 2 consultants avec en plus du coup hier Walid Cherchour qui était au commentaire. Walid qui prend confiance je trouve. C'est vrai que il parle de mieux en mieux maintenant quand il s'occupe des matchs au micro de DAZN. Et voilà, Gomis pas très intéressant, j'aime peu. Passons à Carlos Soler. Vous le savez, on l'a prêté à West Ham. Alors, ils sont dans une saison compliquée, ils étaient relégables il y a peu de temps. Bon, là, ils sont remontés, ils sont 14e en Première Ligue. D'ailleurs, ils jouent ce soir. Si vous voulez regarder, vous intéresser à ce que fait notre bon vieux crème solaire, parce que c'est bien. Il est titulaire à la place de Lucas Paqueta. Lopetegui l'a fait passer devant dans la hiérarchie, donc le début de saison était plutôt compliqué. Mais là, sur le mois de novembre, il y a eu une super montée en puissance, une extraordinaire passe décisive contre Arsenal notamment. Donc voilà, bon, ça fait plaisir pour lui déjà. Et puis surtout, West Ham sont contents, ils veulent, pourquoi pas le garder. Alors le problème c'est que Lopetegui qui l'a fait venir, qui est du coup l'entraîneur, qui le met titulaire machin, avec qui ça se passe très bien. Bon, il était un peu sur la sellette ces derniers temps. Là, comme je l'ai dit, il s'est un peu rattrapé parce qu'ils sont remontés au classement. Mais bon, on va voir comment ça se termine. Mais s'il saute, ça devrait rebattre les cartes. Dans tous les cas, voilà, pour Soler, ça se passe plutôt bien. Donc, espérons négocier. Alors, c'est compliqué de savoir s'il y a une option d'achat. Selon les sources, il y en a une qui serait de 20. Il y en a même qui parlent de 27 millions d'euros, ce qui en... 25 ou 27, je crois. Ce qui donne en livres sterling plus encore, plus de 30 millions. D'autres qui disent qu'il n'y a pas d'option d'achat. Du coup, c'est cool parce qu'on peut négocier comme on veut. On peut leur dire, les gars, c'est 40 millions. Et on peut aussi faire jouer les enchères avec d'autres clubs. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et West Ham sont tellement contents de l'expérience avec Carlos Soler qu'ils s'intéressent même à Randal Colomwani. C'est une info, alors c'est le média Cause of Side là qu'on voit souvent sur Twitter. C'est un truc qui est un peu rattaché à Fabrizio Romano, je crois, mais je sais pas si c'est vraiment lui derrière les infos parce que à chaque fois, j'ai l'impression que c'est vraiment le média à la solde des agents, quoi. Vraiment le truc qui va relayer la position des agents et être vraiment leur porte-parole. Mais voilà, ils nous disent que West Ham s'y intéresse. Après, il y a l'équipe aussi qui a cité Manchester United. Alors, faut voir s'ils sont toujours intéressés depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Mais chez eux, il y a un joueur qui est dans la même situation que Colomani, qui n'a pas été convoqué ce week-end pour le derby mancunien, c'est Marcus Rashford. Joueur très apprécié par Nasser par le passé. Alors après, là, c'est vrai qu'il se perd un peu. Ça parle de lui comme un fêtard. Déjà, fêtard à Manchester, faut le vouloir. Alors à Paris, ça irait comme sur des roulettes, quoi. Donc je ne sais pas trop si c'est une bonne idée. Leipzig aussi qui s'intéresserait à Randal et surtout Monaco. Surtout Monaco qui a été cité par l'équipe et à 18h qui en a parlé carrément aujourd'hui en fait. Qui a dit oui, ce sera un bon profil. Randal Colomani, je le connais depuis Francfort, je l'apprécie. Après, c'est pas le moins cher. Parce qu'ils ont perdu Balogun pour 4 mois je crois. Donc ils voudraient se faire prêter quelqu'un cet hiver. Après, c'est un concurrent direct en Ligue 1. Donc je sais pas si le club sera ouvert à ce genre de format, surtout que on les affronte le 5 janvier dans le Trophée des Champions, donc je pense que avant ce sera impossible de faire un deal avec eux, enfin voilà. Et en plus après on les réaffronte le 9 février. C'est vrai qu'à Monaco on va les affronter mercredi, dans 15 jours, et le 9 février, au Parc des Princes, en Ligue 1 toujours. Donc ça fait beaucoup d'affrontements sur un mois et demi. Bref, donc voilà, on espère évidemment que Randal trouvera une solution ailleurs, parce que c'est ce qu'il faut, c'est le scénario qui se dessine, pas d'autre aujourd'hui possible. Et de notre côté, visiblement, ça débloquerait le recrutement d'un joueur offensif polyvalent. Donc bien sûr, si on pouvait faire partir Randal pour recruter quelqu'un qui collerait plus à Luis Enrique et qui apporterait, qui mettrait en concurrence Barcola ou Dembélé, ce serait bien. Même si j'ai des gros doutes quand même sur la capacité à attirer un joueur offensif qui change la face de ton équipe en hiver. Alors c'est vrai qu'il y a la piste Christopher Nkunku qui paraît intéressante. Pour le reste, c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Et puis on va voir, on va pouvoir tester parce que là, c'est une évidence. Il doit partir, il doit trouver un point de chute. C'est le travail de qui? Son super agent Moussa Sissoko, qui nous faisait fuiter tout et n'importe quoi dans la presse il y a 15 jours, rappelez-vous. Les machins, truc et pas content, machin. Dembélé, la relation avec Luis Enrique, ça va pas très bien. Bon, on va voir s'il est aussi bon pour trouver un point de chute à ses poulains que pour faire filtrer tout et n'importe quoi dans la presse, Moussa Sissoko. Parce que Jorge Mendes, tout le monde se plaint qu'on en dépend, machin, Luis Campos, truc, a raison. Mais déjà, Moussa Sissoko,
sur le mandat de Campos fait quasiment autant de deals et d'argent que Jorge Mendes avec le PSG. Et Jorge Mendes, quand on a eu un problème avec Manuel Ugarte qui ne collait pas avec la philosophie de l'entraîneur, il nous a dit « Ok, Manchester, 50 millions, terminé, on n'en parle plus. » Et d'ailleurs, aujourd'hui, Ugarte semble aller un peu mieux après un début de saison moyen. Là, Ruben Amorim, bien sûr, qu'il connaissait au Sporting, c'était vraiment une bénédiction, cette arrivée d'Amorim sur le banc de United. Visiblement, ça va un peu mieux pour lui dans le 3-4-3. Donc, ça fait plaisir pour lui. Et donc, on va voir si Moussa Sissoko va être aussi bon que Jorge Mendes pour trouver des points de chute à ses poulains. Voilà. Bref, j'aimerais terminer juste sur les récentes déclarations de nos anciens joueurs. Parce qu'on en a eu quelques-unes. Bon, déjà, Mbappé, dans son clic avec Mouloud, je m'arrêterai pas sur l'interview en elle-même, parce que c'est Mbappé, c'est une interview ChatGPT. Hein. Quand j'ai vu qu'il allait parler chez Mouloud, je m'attendais à rien. Bon, j'étais quand même déçu après avoir vu, parce que bon, franchement... Alors Kylian, t'as déjà été amoureux? Je me suis dit, les gars, je me pose devant les anges de la télé-réalité, c'est pareil. Hein. Puis avec sa voix robotique, machin, bon bref. Il m'énerve. Neymar, hier, sur RMC, interviewé par Marion Bartoli, je crois que j'écorche son prénom, mais la Marseillaise, je n'ai pas du tout compris. Allez chez RMC, un des médias qu'il a le plus tabassé pendant son passage au PSG, et interviewé par une Marseillaise anti-PSG, parce que s'il y en a bien une qui l'est, c'est elle. Danilo aussi, sur le Parisien, non, je sais plus pour qui il a donné une interview. Voilà, il y a eu ces 3 interviews. Moi, j'aimerais juste dire, ceux qui se plaignaient quand Neymar, Messi parlaient d'enfer quand ils se référaient à leur expérience au PSG, ceux qui s'offusquaient de ce genre de déclaration, est-ce que vous vous offusquez de Danilo qui prend la parole pour dire « Ouais, je méritais pas de traitement, machin », pour se plaindre, comme ceux pour lesquels vous vous offusquiez avant. Parce que Danilo, vraiment, des 3, c'est vraiment les déclats que j'ai trouvé un peu le plus lunaire. Parce qu'en fait, t'étais devenu nul depuis 1 an. Tu t'imposais même pas dans un secteur qui était complètement délabré. Aujourd'hui, Pacho, il est arrivé, on a bouclé le deal en 24 heures. Personne ne le connaissait. Il est titulaire indéboulonnable. C'est un des mecs qui a le plus de temps de jeu. Il bouge pas. Et toi, t'as même pas été foutu de t'imposer dans ce secteur défensif délabré. Tu faisais des erreurs quasiment à chaque match sur la dernière saison. Je comprends ton départ. Je comprends ton traitement. Ne t'en plains pas, en fait. J'ai trouvé un manque de réflexivité chez Danilo, un peu, enfin voilà. Et pour les 2 autres, Neymar et Mbappé, en fait, je dirais l'inverse. Les 2, quand ils parlent du PSG, c'est pour dire, j'ai des différends avec certains dirigeants. On le sait, c'est Nasser et sa clique. Pour Neymar, il rajoute avec certains supporters qui sont venus chez moi. Mais globalement, bon, ils sont plutôt, classe, respectueux envers le club. Ils disent, voilà, les supporters ont été très gentils, ont tout donné, machin. Neymar, il dit qu'il est encore supporter, machin. Bon, après, je suis pas sûr qu'il regarde les matchs. Hein. Mais c'est comme Mbappé, hein, quand il dit qu'il regarde tous les matchs du PSG. Ça m'étonnerait. Hein. Déjà que l'équipe de France, dont tu es le capitaine, tu te retrouves en Suède pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors le PSG, qui est ton ancienne équipe avec laquelle t'es au prud'homme, ça m'étonnerait. Là-dessus, je pars sur un mensonge. Mais, voilà, les 2 ne tabassent pas le club sur leur dernière déclaration. À la différence de Danilo. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour l'avant-match Monaco-PSG. Ciao les amis, prenez soin de vous.